Bon, merci Anthony de nous accorder un peu de temps sur RMC Sport. On va essayer de te faire découvrir aux novices, aux gens qui nous suivent un peu. Euh, Tu viens du Nord, C'est ça, de Tourcoing plus précisément. de Tourcoing, la région du Nord. On sait que c'est des passionnés de sport. Ouais. C'est des gens qui sont aussi qui aiment les sports de combat, plus précisément. Est-ce que tu peux nous raconter ta région, comment elle est? On les dit chaleureux mais rude. C'est ça, exactement. Donc chaleureuse mais rude. Donc bon, déjà un grand coucou à toutes les personnes du Nord. Donc ouais, donc moi je viens de Tourcoing plus précisément, du quartier du Porompu, qui est un quartier assez difficile entre guillemets. Et donc voilà, donc ouais, dans le Nord on a beaucoup de sportifs qui vont être amenés à aller loin. Et moi c'est venu par hasard entre guillemets. C'est vrai que j'étais un enfant assez turbulent à la base. Dès qu'il y avait un problème, bon, bah, Anthony il était dans le problème en question. T'aimais Et bien, t'aimais bien te battre un peu? pas forcément. Le problème, c'est que c'était jamais moi l'auteur des altercations. C'est soit à cause d'un ami, à cause de, tu vois, et je me retrouvais tout le temps mêlé dans des histoires pas possibles. Donc ma mère, je peux te dire qu'elle en a eu des cheveux gris à cause de moi. Et donc en fait, j'ai commencé comme ça, parce qu'il y avait un club dans mon quartier. À l'époque, on appelait ça le free fight. Donc voilà, j'ai fait quelques entraînements, mais bon, rien de bien fou. Et un jour, j'ai vu un combat qui avait lieu près de chez moi. Un gars de mon club qui affrontait un lutteur. Et quand j'ai vu le résultat, je me suis dit, mais c'est quoi ce sport? Donc on m'a dit, c'est de la lutte. J'ai un ami, Sad Lechi, d'ailleurs à qui je fais un petit coucou, qui m'a orienté vers le club de lutte de Tourcoing, qui est géré d'ailleurs par Rachid Manou. Et je suis tombé dedans, tout simplement, un peu comme Obélix dans la marmite. Tu vois, je me suis découvert un talent, j'ai enchaîné des médailles, des titres de champion de France. J'ai lutté au plus haut niveau français, qui est la division 1. Et puis voilà, et puis à un moment donné, je me suis dit, bon, je vais faire du MMA. Entre deux, j'avais des petites coupures. Je refaisais un an d'MMA, je faisais un combat ou deux, je repartais dans la lutte. Et d'ailleurs, c'est pour ça que sur mon palmarès, il y a plutôt pas mal de coupures entre chaque combat. Et à un moment donné, je pense que vers 2018, je me suis dit, bah, écoute, on va se lancer dans le MMA, on va essayer de faire quelque chose. Du coup, j'ai fait un, deux, trois combats et j'ai vu que je pouvais certainement faire quelque chose de bien dedans. Et au final, voilà quoi, aujourd'hui je suis là et c'est une fierté pour moi quand je vois le parcours que j'ai pu faire entre mon premier combat et mon 10e qui va avoir lieu samedi. C'est que du bonheur. Et justement, c'est vrai on en parlait tout à l'heure, ton premier combat, tu t'en rappelles, c'était des conditions particulières, non? Et c'est quelque chose, hein. Franchement, je devrais essayer de retrouver sur mon ancien PC des clichés ou autres. Donc pour la petite anecdote, d'ailleurs, j'ai des personnes qui pourront le confirmer, comme Soufiane Oudina, Karim Rabei ou autres, qui sont de mon club. Il y avait une organisation qui s'appelait l'OFC à l'époque en Belgique, au fin fond de la Belgique. Et la première fois que j'y suis arrivé, je devais avoir 16-17 ans pour mon premier combat. Mon père avait dû signer une décharge comme quoi, bon, s'il y avait un problème, l'OFC n'était pas responsable. Et donc pour l'anecdote, on arrive, tac, une usine désaffectée, mais vraiment le décor à la Never Back Down. On monte dans le tac, on rentre dans l'usine, une cage en plein milieu, deux, trois spots de lumière, une foule autour de la cage comme si c'était un combat clandestin. Et ça a été là mon premier combat professionnel, sans aucun encadrement, sans rien du tout. Et donc voilà, assez glauque l'endroit. Mais quand j'y repense aujourd'hui, c'est une très bonne anecdote à raconter. Et franchement, c'est que du plus quand je vois aujourd'hui où j'ai atterri. Est-ce que tu as fait le bon choix? Selon toi, on peut l'affirmer par le positif, puisque tu t'es mis en 2018 vraiment dans le MMA, c'était avant la légalisation en France, et aujourd'hui le MMA explose, plus que peut-être la lutte, il y a peut-être Ah, plus bien de sûr. débouchés pour toi en fait, tu as fait le bon choix. Ah, franchement, ouais, je pense que j'ai fait le bon choix. J'étais assez visionnaire sur ça. Et après, c'est vrai que même pendant que je pratiquais la lutte, j'avais tout le temps cet appel au MMA. J'étais tout le temps attiré par le MMA, je suivais le MMA. Ça m'intéressait tout le temps. Et au plus je passais, au plus je passais des étapes en lutte, et au plus je me disais, mais en fait, je pense que le MMA, c'est vraiment fait pour moi. Et puis à un moment donné, je me suis dit, bon, la lutte, ça y est, je pense que j'ai assez donné. Il n'y avait plus trop de portes qui s'ouvraient, donc voilà. On connaît beaucoup en France les clubs d'Île-de-France, forcément avec peut-être un peu plus de moyens et des grosses structures. On a Aldric Cassata du côté de Nice, on a Lyon également, mais c'est vrai que le Nord, c'est une terre qu'on a pour l'instant qui n'est pas trop explorée. Mais il y a de la qualité, je suppose, parce que là tu en fais partie.
C'est quoi le MMA dans le Nord? Bah, le MMA dans le Nord, il faut savoir qu'il n'y a pas beaucoup de clubs dans le Nord. On doit en avoir peut-être 4-5 à tout casser, qui sont répartis sur plusieurs villes de la région. Donc moi j'ai la chance de faire partie de la Team AFC, qui est pour moi la meilleure team du Nord et qui a le plus de combattants de qualité avec un potentiel très intéressant. Roubaix donc, hein? De Roubaix, c'est la Team AFC qui est basée à Roubaix. Donc voilà, sinon on a quelques clubs. Il y a un club à Maubeuge, il y a un club à Villeneuve d'Ascq. Donc il me semble qu'il y a la Team Tourcoing dans laquelle j'avais commencé qui s'est recréée sur Tourcoing. Mais bon, voilà quoi, rien de bien vraiment folichon par rapport à la Team AFC qui, elle, a plusieurs combattants à son actif. Et c'est comme un petit peu toutes les régions, ça, tu sens l'engouement monter dans ta région aussi, avec les oui, jeunes et ouais. tout? Franchement, clairement, on le voit. Après, c'est vrai que dans le Nord, comme tu le disais tout à l'heure, on est une région assez rude. Donc c'est vrai que les sports de combat, que ce soit la boxe anglaise, la lutte, le judo ou autre, on a toujours eu des athlètes avec un très gros potentiel. Et donc en fait, le MMA, ça a tout le temps attiré les jeunes du Nord. Moi, je reçois beaucoup de messages de petits jeunes qui me demandent des conseils, par quoi commencer, que faire, etc. Donc non, c'est vrai que dans le Nord, on a du potentiel et j'espère qu'un jour, on sera mis en avant comme les autres régions parce qu'on le mérite. Il y a eu de grands champions de boxe anglaise, par exemple. Je pense à Nordin Oubali, qui est champion du monde, Mathieu Bauderlic, qui est médaillé olympique. Justement, toi, tu es un lutteur qui s'est mis au MMA, donc il a fallu que tu travailles ta boxe anglaise. Tu as fait comment pour te mettre au niveau en anglaise? Donc ça fait peut-être, on va dire... En striking? Ouais, en striking tout simplement. Donc j'avais des petites bases en boxe taille, mais rien de bien fou quoi. Mais sinon, je me suis, en fait, par hasard, j'ai rencontré Julien Denoyel, qui est aujourd'hui un de mes coachs en MMA. En fait, par hasard, je devais combattre à Roubaix. Il y avait eu un événement en 2020 et il m'a proposé de m'aider, de travailler un peu ma boxe. Donc c'est parti de là, de quelques entraînements en boxe anglaise. Et au final, aujourd'hui, il se retrouve à chaque fois dans mon coin. Il s'est mis dans le MMA complètement, le jiu-jitsu, le grappling. Il s'est intéressé à tous les angles. Et puis voilà, et aujourd'hui, je ne me vois pas faire sans lui. C'est quelqu'un qui m'a fait énormément évoluer du point de vue du striking. Et indirectement, ça m'a fait évoluer aussi sur ma lutte. Parce que forcément, les postures, etc., le travail au bas, etc., les transitions, ça m'a fait évoluer. Donc en fait, voilà, tout simplement sur quelques cours de boxe, on s'est retrouvé comme ça à lier une relation amicale et sportive qui aujourd'hui amène qu'on peut se permettre de faire des belles choses au sein du PFL. Et puis voilà. Justement, le PFL, on va y arriver. C'est ton 3e combat au PFL, ton 10e combat chez les professionnels. Le PFL, raconte-nous, tu la trouves comment cette organisation et comment tu y es rentré? Alors le PFL, comment j'y suis rentré? Par hasard. Par hasard, alors moi c'est vrai qu'à la base je suis comme la plupart des combattants, on rêve d'UFC, on rêve de lumière, etc. Mais au final, bon, je devais combattre à l'ARES l'an passé. Le combat n'a pas eu lieu et du coup un mois après, moi je suis parti en vacances, j'ai pris un mois de repos en famille. Et mon manager, il me contacte. Il me dit, on a eu un désistement au PFL, est-ce que tu serais intéressé? Donc forcément, bon, j'ai réfléchi à 2 fois avant d'accepter, du point de vue que la catégorie, c'était une catégorie au-dessus. Bon, voilà. Mais après, au final, les termes du contrat m'intéressaient plutôt pas mal. Derrière, il y avait une grosse opportunité. Donc je connaissais les risques, mais j'ai quand même saisi l'opportunité. Et on y a été. Bon, malheureusement, j'ai connu ma première défaite par décision. Bon, c'est un mauvais souvenir, mais ça m'a créé un petit déclic qui a fait que bon, derrière je me rattrape plutôt pas mal sur le 2e combat. Et puis voilà, et là j'en suis à mon 3e. Je pense que le PFL, il voudrait faire quelque chose de bien, que ce soit avec moi ou d'autres athlètes français. D'ailleurs, on a la chance d'avoir un événement à Paris. Et moi, clairement, depuis que j'ai signé au sein du PFL, au plus les événements passent, au plus j'ai envie de laisser mes marques au sein de cette organisation. Et puis voilà, tout simplement. Donc, comme je le disais tout à l'heure en conférence de presse, mon but c'est de rafler un maximum de choses et de, pourquoi pas, marquer l'histoire de cette organisation qui ne cesse de monter et qui a encore pas mal de surprises à annoncer, mais ça sera annoncé au moment venu, c'est pas moi de le faire. Donc voilà, c'est vrai que ça a été une signature assez visionnaire, on va dire. Donc derrière moi, quand j'ai signé, je ne pensais pas que des mecs comme Doumbé, comme Ngannou allaient rejoindre le roster. Donc
au final, j'en suis plutôt content. Donc tu arrives chez les 93 kilos au PFL, Ouais. tu rentres dans le tournoi, tu gagnes, tu es en demi-finale. Et pourtant, là, depuis aujourd'hui, sur les conférences de presse, il y a une remarque qui revient, c'est que Anthony Salomon est un peu trop petit pour la Ouais. catégorie, on ne sait pas ce qu'il va faire, etc. Ça, c'est vrai que c'est un truc qui m'a assez surpris aujourd'hui, c'est que même les médias français, à part RMC, je vois, n'y croient pas du tout à ce combat de samedi. Donc voilà, donc d'après eux, d'après la plupart des gens, je suis petit pour la KT, je suis trop léger parce que je ne cut pas, parce que mes adversaires font 100 kg dans la cage, mais bon, j'ai prouvé au vu de mes 2 derniers combats que la taille et le poids, ça ne voulait pas forcément dire grand-chose. Je peux prendre un exemple d'un mec comme Mike Tyson. Il était beaucoup plus petit pour les mecs dans sa catégorie et au final, bon, ça ne l'a pas empêché d'avoir la carrière qu'il a eue. Et moi, je pense que ce n'est pas parce qu'on ne cut pas qu'on part avec un désavantage. À l'inverse, oui, ça crée un avantage de poids, un déficit de poids avec l'autre adversaire. Mais derrière, moi, sur les combats précédents, malgré qu'il y avait un déficit de poids, je n'ai pas ressenti de déficit de puissance. J'ai pu aller chercher des victoires sur un TKO. J'ai tenu à la décision avec Will Fleury, alors qu'à ce combat-là, pour la petite anecdote, je pesais à peine 88 kg. Lui, il était à 102 kg 400. Donc on a quand même... Comment on fait justement quand il y a un déficit de poids face à un adversaire? Tu essaies de l'user un peu, de le fatiguer, je suppose, puisque lui il a plus de Ouais. puissance. C'est assez compliqué, mais je sais que dans des cas comme ça, au plus le combat avance, au plus le temps passe, au plus je sais que mes chances de le remporter augmentent. Donc à l'inverse, bon, sur le dernier combat par exemple, le premier round ça a été réglé par TKO. Je compte réitérer samedi bien sûr, mais je sais qu'au plus le combat va passer, au plus ça va être à mon avantage. Donc voilà, quoi, y a pas de... moi c'est pas quelque chose qui m'embête en soi. Après oui bien sûr, tac, on va voir les face à face demain, mon adversaire va être comme ça, je vais peut-être le regarder comme ça, les gens ils vont dire oula c'est chaud, t'as vu comment il est costaud. Même tout à l'heure on m'a fait la remarque, il y a des bras monstrueux, mais il y a quoi dans ces bras? Ah oui il frappe fort bien sûr, mais bon, tout le monde frappe fort. Un menton ça reste un menton, une droite ça reste une droite, donc voilà, y a pas de souci pour moi. Qu'est-ce que tu nous prépares samedi alors? Ah, je vais être, je vais pas faire preuve de modestie. J'ai envie de vous dire, je vous prépare une masterclass. Mais après voilà, moi je reste moi-même, je reste juste. Donc moi je suis prêt, je suis entraîné, j'ai fait un très bon camp et je vais tout faire pour aller chercher cette victoire. Après ça se passera comme ça se passera, ça reste du sport. Moi le lendemain du combat, je rejoins ma famille, ça c'est la réalité. Et donc voilà, c'est que du plus. Si ça peut m'apporter une victoire, aller en finale, etc., ben je prends. Je prends ce que Dieu me donne et puis voilà. Le reste, ça vient, ça part, c'est comme ça, c'est la vie. Et Paris, ça va être quelque chose. Le Zénith, on en parlait un peu tout à l'heure, mais il faut aussi être préparé à ce public, à ces supporters. Ça va être la folie. Tu vas essayer justement de prendre ces émotions positivement. Ah bien sûr, moi c'est pas quelque chose. Bon après je dis ça parce que voilà c'est facile, je suis devant la caméra, je suis pas encore dans la salle, on n'est pas encore samedi. Donc moi je pense que ça va être du positif pour moi. Moi c'est quelque chose, c'est pas quelque chose qui va me créer des pensées négatives, qui va, tu vois, ça va être plus une force que l'inverse. Je sais qu'il y a des gens, ils vont pas aimer. Ça va être une pression supplémentaire pour eux. Après bien sûr, comme tout combattant, on a peur de se faire humilier, on a peur de mal perdre. Mais bon, après voilà, moi je pense qu'à Paris, ça va être le feu. Et je pense que j'ai tous les cartes en main pour mettre encore plus le feu à la salle. Une dernière question, si tu devais prendre un athlète comme exemple dans le milieu du MMA, peut-être ton fighter préféré ou la gestion de carrière idéale, ce serait quel athlète? Ah, bon, c'est une bonne question, hein. Bon, c'est vrai que j'ai 2 athlètes favoris dans le MMA, qui sont, les gens qui me connaissent bien le savent, c'est Yoel Romero et Michael Chandler, de par leur style. C'est assez impressionnant quand on les voit combattre. C'est vrai que c'est des gens qui pourraient m'inspirer. Mais bon, en tant que carrière, en tant qu'exemple de carrière parfaite, je dirais peut-être un mec comme Georges Saint-Pierre. Un mec comme Georges Saint-Pierre qui pour moi est la carrière parfaite. Peut-être même plus que Khabib, parce que les gens ils font une fixette sur être invaincu, ne pas être invaincu. Moi je pense que c'est un peu... c'est pas trop ce qu'il faut dans le MMA, on gagne, on perd, c'est le sport. Et je pense que Georges Saint-Pierre c'est la carrière parfaite à mes yeux. On te souhaite d'avoir la même carrière que lui. Eh bien, je l'espère. Merci Anthony. Merci à vous.